Et aujourd'hui, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Député européen du Rassemblement national. Je vous ai quitté, vous étiez vice-président du Front National. Vous n'êtes plus vice-président. Le nom du on mouvement vous a rétrogradé. changé et les dénominations des dirigeants ont changé aussi. Mais Donc il n'y a plus de vice-président. Voilà, mais finalement ça ne change pas grand-chose. Il n'y a que des membres, c'est ça, des membres du... Le bureau exécutif, qui est Voilà. l'instance de direction du mouvement. Voilà. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. On met content de personne. Bon, plus sérieusement, on est dans l'actualité parce que c'est très intéressant. C'était il y a quelques jours, hein, mais comme je vous l'ai sous la main, c'est l'occasion de vous poser la question. Quand vous voyez le ministre italien de l'économie et des finances, Giovanni Tria de mémoire, qui affirme que l'Italie n'a pas l'intention, c'était il y a une semaine, de quitter l'euro, alors que pendant toute la campagne, et même avant, le leader de la Ligue, Matteo Salvini, a toujours été favorable à une sortie de l'euro. On peut retrouver ce qu'il disait en 2016, en 2017, peut-être moins clairement pendant la campagne, mais en tout cas, il a toujours été favorable à une sortie de l'euro. Est-ce que vous convenez qu'il s'est renié, que la Ligue s'est reniée en disant finalement, OK, on met de côté la sortie de l'euro? Non, pas du tout. Matteo Salvini a fait une alliance gouvernementale qui, par définition, est un compromis. Donc, ils ont fait un programme de gouvernement sur lequel ils se sont mis d'accord avec le mouvement 5 étoiles. Donc, c'est normal que dans un compromis comme celui-là, voilà, on renonce. Mais c'est une grosse concession. On renonce à admettez que c'est une grosse concession. Ensuite, Matteo Salvini, comme nous d'ailleurs, n'a jamais eu une approche dogmatique de cette question monétaire. Il ne s'agit pas de dire on veut sortir brutalement de l'euro. Il l'a dit, vous retrouvez, tapez-le sur Salvini, euro. Il a simplement souligné ce que tout le monde sait et ce que tout le monde voit, c'est qu'aujourd'hui, telle qu'elle est dirigée, la monnaie unique européenne sert principalement les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone marque, disons, au détriment de la plupart des autres. Et on est bien obligé de poser cette question. Il faut retrouver une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Il y a sans doute plusieurs manières. Vous avez raison, la contrepartie, encore une fois, de ça, c'est d'avoir des taux d'intérêt qui sont faibles, notamment en France et dans quasiment tous les pays de la zone euro. C'est cette contrepartie. Enfin, sauf qu'on a aujourd'hui une monnaie... C'est un compromis, hein, encore une fois. On a une monnaie qui est trop fortement évaluée par rapport à l'état de notre économie. Et évidemment, quand on a une balance commerciale qui est lourdement déficitaire, c'est le cas de la France, c'est le cas également de l'Italie. Donc c'est normal qu'on pose cette question monétaire. L'euro-dollar était à 1,15. L'euro-dollar était à 1,15, a beaucoup baissé. D'accord, mais il ne s'agit pas de dire on va brutalement sortir. Ce n'est pas ça la question. La question monétaire ne peut pas être un tabou. Je sais que les partisans de l'euro ont voulu un peu accélérer le fédéralisme politique au travers du fédéralisme monétaire. Mais vous admettez en tout cas que c'est un marqueur fort, encore une fois, pour la Ligue et qu'elle a dû s'asseoir sur une promesse Honnêtement, dans le cadre d'une coalition. L'essentiel de la campagne s'est fait sur la défense de l'identité, sur la défense de la sécurité, sur la lutte contre les flux migratoires et sur les protections économiques, beaucoup plus que sur les questions monétaires. Les protections économiques, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas dans des logiques de libre-échange total qui ne sont d'ailleurs imitées nulle part ailleurs dans le monde et qui nous font subir un préjudice considérable. Parce que ça organise la concurrence déloyale, ça organise le dumping social, ça organise le dumping environnemental et on a ajouté au traité de libre-échange internationaux le travail détaché qui est la concurrence sauvage intra-européenne. Ouais. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, pour boucler ça, on le sait, ça s'était proposé, ça devrait être voté en Conseil européen. La zone euro devrait, a priori c'est quasiment fait, avoir un budget commun à partir de 2021. C'est ce qui manquait. On dit qu'effectivement, la zone euro, elle n'est pas optimale, elle a ses tares, elle a ses déficiences. C'est fait notamment le fait de ne pas avoir un vrai budget commun. Est-ce que vous saluez cette décision? Vous admettez que le président Macron a réussi, non pas à tordre le bras, mais à convaincre les Allemands d'aller vers un budget européen. Certes, si vous voyez venir, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y aura dedans? C'est vrai qu'on se pose la question. Mais symboliquement, il a réussi à décrocher un truc dont les Allemands ne voulaient pas. Non, mais pour l'instant, admettez-le. Non, pour l'instant, excusez-moi, il n'a rien réussi d'autre qu'un effet d'annonce d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron qui nous disent on va peut-être faire un budget de la zone euro. Il faut d'abord savoir si les autres pays concernés, parce qu'il y en a quand même 18, sont d'accord ou pas. Et ensuite, effectivement, on verra ce qu'il y a dedans. Et on verra si c'est de nature à créer les rééquilibrages qui sont nécessaires pour que la gouvernance de l'euro ne soit pas comme ça, essentiellement au bénéfice de l'Allemagne, tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut être très prudent sur les effets d'annonce. On verra. Non, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Avoir un budget commun pour permettre d'avoir un niveau de revenu par habitant qui soit convergent entre les pays. Vous savez, moi, je me méfie énormément de tous les mécanismes d'harmonisation parce que vous savez, dans les institutions européennes, aujourd'hui, ils défendent par exemple l'harmonisation sociale, avec l'idée d'un salaire minimum commun européen. Mais quand vous avez le SMIC à 275 € par mois en Roumanie et à 2000 € par mois au Luxembourg ou à 1500 € en France, eh bien, si vous faites l'harmonisation, ça va être un effondrement du pouvoir d'achat dans les pays d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on va avoir un SMIC à 700 ou à 800 €. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Si le nivellement se fait de ce côté-là, effectivement. Bah oui, mais le problème, c'est que quand vous faites une moyenne, en général,
c'est au détriment de ceux qui sont au-dessus de la moyenne. À supposer que ça, c'est mathématique, à supposer que ça aboutisse, la zone euro sortirait renforcée d'avoir encore une fois un budget commun qui servirait à investir, à l'éducation, à payer une partie du chômage quand en cas de crise. La zone euro serait renforcée, admettez-le, si ça allait au bout, et s'il y avait des dizaines de milliards d'euros. Pour l'instant, il n'y a rien de tel. Pour l'instant, il y a une monnaie qui n'est pas adaptée à notre économie, qui sert les intérêts de l'Allemagne, et d'une manière plus large, on a un double problème. On a à la fois une fiscalité qui est trop élevée, des charges trop élevées, des contraintes administratives, des réglementations trop lourdes sur nos entreprises, ça bride l'activité économique, et par ailleurs, on n'a pas les protections qui sont nécessaires. On n'a pas de quotas, il n'y a pas de droits de douane, il n'y a pas de contingentement, il n'y a pas tous les outils qu'on doit pouvoir utiliser pour protéger notre économie, ce que font aujourd'hui tous les pays du monde, les États-Unis en tête. Monnaie qui est au service de l'Allemagne, attention, il faut quand même rappeler que les produits allemands sont des produits qui sont haut en gamme et qui sont moins sensibles, c'est prouvé économétriquement, sont moins sensibles au niveau des prix, donc au niveau des variations de l'euro. Il faut quand même le préciser. D'accord, mais ça, c'est la spécificité de l'Allemagne. Exactement. Et ça ne veut pas dire que nous, on doit nécessairement imiter le modèle allemand. Il faut accepter l'idée… Il ne peut pas y avoir 18 Allemagne en Europe. Non, mais il faut accepter l'idée qu'il y a des différences importantes entre nos pays. Et c'est pour ça que la logique du fédéralisme, la logique de l'intégration européenne dans tous les domaines, y compris en matière monétaire, n'est pas une bonne idée. Il faut privilégier les coopérations, il faut privilégier le multilatéral, parce que c'est ça qui est efficace. Regardez les grandes réussites industrielles, Airbus, Ariane, ça ne doit rien à l'Europe de 27, ça ne doit rien à la Commission européenne carcérale, punitive. C'est quelques pays, quelques grands conglomérats industriels qui prennent des initiatives et qui leur donnent une puissance collective. Retour en France, on parle du président Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette parole très cash du président quand il s'adresse à un ado qui est clairement un peu insolent pour le coup, ou quand il parle du système social français avec l'histoire du pognon de dingue. C'est du franc-parler, nous a dit ce week-end Bruno Le Maire. Vous y voyez l'arrogance, vous? C'est de l'arrogance, c'est des opérations de com'. De manière assez grossière, c'est très visible, c'est organisé, c'est scénarisé par lui et par ses équipes. Donc voilà. Ensuite, tout le monde en fait de la com'. Quand il parle, oui, mais quand il parle de pognon de dingue, avec derrière une espèce de culpabilisation de ceux qui sont les plus modestes et les plus fragiles dans notre pays, je trouve ça assez détestable. Parce que le pognon de dingue, aujourd'hui, il est dilapidé. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'euros qui est donné dans l'aide médicale d'État pour soigner gratuitement des clandestins en France. On a la fraude fiscale à laquelle il ne s'attaque pas, qui représente 50 milliards d'euros. On a la fraude sociale à laquelle il ne s'attaque pas, qui représente 20 milliards d'euros. On a la politique de la ville. C'est facile de récupérer ces sommes qui sont… Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut au moins en avoir… voilà. Il faut au moins en avoir la volonté politique. Quand vous avez la politique de la ville qui consiste à mettre de l'argent dans les quartiers au détriment de la ruralité française qui est totalement abandonnée, là aussi, c'est des milliards d'euros qui sont déversés en pure perte depuis des années et des années. Donc là, il y a un pognon de dingue qui mériterait d'être récupéré et d'être économisé. Ouais. Sur la question justement du pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une opération qui va être lancée le week-end prochain par les Républicains. Contre, ils appellent ça l'addition Macron, sur le fait que les taxes sur l'essence ont augmenté cette année, vont augmenter encore l'année prochaine. Il y a un vrai sujet, encore une fois, de pouvoir d'achat des Français, alors qu'on nous parle de reprise, de croissance. Il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat des Français. On voit que les classes populaires et les classes moyennes sont les grandes victimes de la politique d'Emmanuel Macron, et spécialement, c'est vrai, les automobilistes, ce qui touche très durement nos compatriotes qui habitent dans les zones rurales. Entre les radars, le passage à 80 à l'heure sur les réseaux secondaires, pour sauver des vies, l'augmentation, oui, d'accord. Enfin, le problème, c'est qu'on améliore l'éclairage, qu'on améliore la signalisation, qu'on ne délaisse pas le réseau secondaire en mettant tout l'argent dans les autoroutes. Et là, on sauverait peut-être plus de vies qu'en réduisant la vitesse de 90 à 80. L'augmentation des péages, l'augmentation du gasoil, alors qu'on a demandé aux Français pendant des années de s'équiper en voiture diesel plutôt qu'en essence. Et aujourd'hui, on frappe durement le gasoil. Toutes ces mesures-là, évidemment, elles sont autant de coûts portés au pouvoir d'achat des Français. Et quand on regarde la philosophie fiscale d'Emmanuel Macron, elle est absolument détestable. On frappe durement ceux qui travaillent ou ceux qui ont travaillé, notamment avec la hausse de la CSG. On frappe le capital, mais exclusivement le capital immobilier, et on allège la fiscalité sur les mouvements de capitaux, c'est-à-dire sur la spéculation. C'est exactement le contraire de ce que nous défendons au Rassemblement national. Nous, on veut une fiscalité qui soit la plus faible possible sur les revenus du travail, qui soit modérée sur le capital, et notamment sur le capital immobilier, mais qui soit beaucoup plus forte en revanche… Sur le capital immobilier. Oui, parce que c'est ce qui est durable, et qui soit beaucoup plus forte en revanche sur la spéculation, sur les flux de capitaux. Justement, puisque… C'est la différence entre ceux qui défendent l'économie réelle, c'est notre cas, et ceux qui ont une vision
purement financière de l'économie. Oui, c'est le cas d'Emmanuel Macron en même temps, et de ses amis. dans le cadre de la loi Pacte, l'idée c'est de financer les entreprises françaises, que l'épargne de retraite des Français aille moins vers le financement du déficit public de l'État, mais plus vers le financement réel des entreprises. C'est ce qui est vendu par le gouvernement aujourd'hui. Oui, mais c'est ce qui est vendu et ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pas encore mis en place, nos c'est pas encore voté, la loi TPE-PME Pacte. qui représentent 90% de notre tissu économique, aujourd'hui sont délaissés par les pouvoirs publics. La baisse de l'impôt sur les sociétés. Oui, l'impôt sur les sociétés, il reste beaucoup plus Ça baisse à 25. Les TPE-PME payent beaucoup plus d'impôts sur les sociétés que les grands groupes qui parviennent, on le sait très bien, par des mécanismes d'évitement, à échapper parfois presque totalement à l'impôt sur les sociétés, ils en payent 4 ou 5%, alors que les TPE-PME en payent en moyenne 23%. Bon. La croissance va passer en France de 2,3% en 2017 à 1,7-1,8% cette année. C'est la faute au désalignement des planètes, au pétrole trop cher, ou c'est peut-être la faute aussi un petit peu à une politique d'Emmanuel Macron qui pour l'instant ne montre pas ses résultats? Mais en réalité, Emmanuel Macron essaye de nous faire croire que les voyants économiques seraient au vert. Mais ce n'est pas le cas. D'abord, la croissance... Ils sont toujours un peu au vert. La croissance, c'est un des voyants. Mais ce n'est pas le seul. Et c'est souvent d'ailleurs plus révélateur de l'économie financière que de l'économie réelle. Le pouvoir d'achat et l'emploi, c'est les premières choses qu'il faut regarder. La croissance, elle est en effet avec des perspectives de baisse par rapport à l'année précédente, ce n'est pas rassurant du tout. Enfin, ça monte, mais ça monte. L'emploi, ouais. On nous a dit que le chômage diminuait, c'est faux. Quand on prend catégorie A plus catégorie B plus catégorie C, on a 60 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat, donc on raconte n'importe quoi. Quand on met toutes les catégories ensemble. Oui, non, mais c'est important. Et enfin, sur la question de la dépense publique et de la fiscalité, aujourd'hui en 2018, on va avoir 4,5 milliards d'euros d'impôts supplémentaires par rapport à 2017. C'est l'INSEE qui l'a dit. Aucune baisse de la fiscalité. C'est pas le Rassemblement national, c'est l'INSEE qui l'a dit. Je ne conteste pas, mais en l'occurrence, c'est des chiffres qui sont, qui sont réels. Bon. Et par ailleurs, on n'a pas du tout de baisse de la dépense publique. Voilà, donc finalement... Vous souhaiteriez une baisse de la dépense publique? Non, je pense qu'il faut réorienter. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où on peut faire des... Vous dénoncez qu'il n'y a pas de baisse de la dépense publique, en même temps, vous ne voulez pas qu'il y en ait. Il y a des gisements. Non, mais quand, si vous voulez, vous avez une augmentation d'impôts, une augmentation de la dépense publique, mais pas forcément de la bonne dépense publique. Il y aura 20 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le quinquennat Macron. Sur le quinquennat Macron, il y aura 20 milliards d'euros de baisse d'impôts. C'est ce qu'il dit. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Pour l'instant, c'est le contraire. On a une augmentation des impôts depuis un an. Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi, en l'occurrence. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'argent public soit bien utilisé, au service des Français, au service de la ruralité, au service des missions régaliennes de l'État, des moyens et des effectifs, à la police, à la gendarmerie, pour assurer la sécurité des Français. Alors donc plus de dépenses publiques. Oui, mais surtout, beaucoup d'argent est très mal utilisé. J'évoquais tout à l'heure les gisements d'économie, puis il y en a un dont on ne parle jamais qui est tabou, enfin on en parle en ce moment, mais pas sous le plan financier, c'est l'immigration, dont le coût financier pour la communauté nationale est exorbitant. Parce que les coûts directs plus les coûts indirects, notamment sur les comptes publics et sociaux, fait que l'immigration pèse à hauteur de dizaines de milliards d'euros par an sur les comptes de la nation. Il nous reste quelques instants, Nicolas Bay, pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, cette guerre commerciale qui monte. Il y a une escalade quand même avec des mesures. Alors le 6 juillet, ce sera l'heure de vérité, on saura si vraiment toutes les menaces sont mises à exécution, notamment côté américain, 50 milliards de produits frappés à hauteur de 25% vis-à-vis de la Chine. Mais on a quand même des entreprises qui réagissent, notamment aux États-Unis. Alors c'est une première, mais quand même c'est Harley Davidson, c'est pas n'importe qui. Mesure de rétorsion de l'Europe vis-à-vis des États-Unis sur l'acier. Et donc, nous dit Harley hier, je vais délocaliser pour partie ce que je vais vendre en Europe pour ne pas être frappé des taxes européennes. On voit bien, encore une fois, que là, Trump tire une balle dans le pied d'une boîte américaine. Mais Trump a pris des mesures sur l'acier et l'aluminium, principalement pour cibler la concurrence déloyale de la Chine. Oui, en frappant les Européens. Finalement, non, pas en frappant les Européens, en frappant tout le monde, mais en ciblant principalement la Chine, et c'est les Européens qui en sont en partie les victimes, c'est vrai. Mais ce qu'il faut d'une manière générale, c'est que chaque pays soit capable de défendre ses intérêts. On peut toujours porter un jugement moral sur Trump qui met en place des protections douanières. Non, là, c'est pas la morale, c'est le constat de voir qu'une boîte américaine va quitter le sol américain pour partie, pour vendre en Europe. J'ai le sentiment que c'est une opération de com, sur de la com. Sans doute destiné à déstabiliser Donald Trump et les décisions qu'il a prises. Prenons acte que les Américains défendent leurs intérêts, qu'ils mettent en place des protections douanières, et il faut que nous, on soit capable aussi de mettre en œuvre des protections, qu'on soit capable de protéger l'économie européenne. Regardez par exemple sur le marché automobile. Vous avez aujourd'hui 10% de droits de douane sur les voitures qui arrivent
des États-Unis à destination du marché européen. Ouais. Et seulement 2,5%, je crois, dans l'autre sens. dans le sens inverse. Donc, on a intérêt à ne pas être prétentieux et pas être arrogant vis-à-vis des États-Unis. Parce qu'on taxe 4 fois plus. Dans bien des domaines, on frappe beaucoup plus durement. Donc, qu'on soit capable de mettre en place les protections qui correspondent à nos intérêts, ce n'est pas la peine de prendre des mesures de rétorsion sur des produits qu'on ne fabrique pas. Par exemple, j'ai vu sur la production de Bourbon ou de jeans, ça n'a aucun sens. En revanche, qu'on soit capable... Non, mais c'est pour frapper l'électorat de Trump. Oui, mais justement, c'est malin, c'est malin. Oui, c'est mesquin et c'est inefficace économiquement. Donc, prenons des mesures efficaces économiquement. Et arrêtons aussi... Finissons-en avec la logique des traités de libre-échange. Le CETA, aujourd'hui, fragilise dramatiquement, le traité de libre-échange avec le Canada, fragilise dramatiquement notre agriculture française, alors que notre industrie a déjà été largement dépecée à cause des traités de libre-échange. Or, aujourd'hui, la Commission européenne va aller encore plus loin avec des traités de libre-échange avec les pays du Mercosur ou avec l'Océanie qui vont littéralement tuer notre agriculture. Donc, défendons nos intérêts, finissons-en avec cette logique du libre-échange total, aveugle, sauvage, qui de surcroît est totalement anti-écologique, parce qu'on nous parle en permanence de protection de l'environnement, mais il n'y a rien de plus anti-écologique de fabriquer à un bout du monde des produits pour les vendre à l'autre bout et retraiter encore à un autre endroit. Bon, et on finit là-dessus, mais on voit Daimler aussi, malgré tout, qui nous dit que le constructeur automobile allemand qui ne pourra pas atteindre ses objectifs de résultat cette année parce que, encore une fois, dans cette guerre, parce que ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que Daimler produit beaucoup, Mercedes, ses gros SUV, ses gros 4x4 sur le sol américain, et dans cette guerre entre Trump et la Chine, guerre commerciale, ces 4x4 qui sont produits aux États-Unis sont ensuite vendus en Chine, et donc du fait... Daimler prend acte de ses droits de douane à venir et dit je ne vais pas vendre autant de voitures que prévu. Et donc, je pense à Renault-Nissan qui a aussi, voilà, ça a pénalisé des entreprises qui sont françaises aussi. Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est défendre nos intérêts. Vous le intérêts. sous-estimez un peu. Non, pas du tout, il faut mettre en place des protections. Mais c'est ce que font tous les pays du monde. Le problème, c'est que l'Union européenne est le seul espace économique totalement ouvert. Elle a rendu exactement coup pour coup la 6 Chine, milliards d'euros sur l'acier et l'aluminium, même montant de droits de douane. Oui, là, dans le cas précis, mais d'une manière générale. Rapidement d'ailleurs, en un mois, c'était fait. Vous avez tous les grands pays qui aujourd'hui mettent en place des protections et l'Union européenne qui veut absolument, pour des raisons idéologiques, aller encore plus loin dans la logique du libre-échange et de la concurrence sauvage. Mais ça ne marchera pas parce que aujourd'hui, les autres pays, les autres grands ensembles font exactement le contraire et les récentes décisions de Trump en sont l'illustration. Allez, merci pour ces commentaires. Nicolas Bay donc était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, député européen du Rassemblement national. Merci. Merci.